Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, je prie l'Assemblée de bien vouloir m'excuser parce qu'effectivement, j'ai un autre engagement et je vais devoir vous quitter après cette présentation. Bien, donc le séquençage, mais effectivement, quel séquençage? Donc je reviens un tout petit peu sur l'historique. Dans les années... En 1953, il y a eu effectivement la découverte de la double hélice. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de 1978, on a été capable de commencer à lire notre code génétique grâce à un biochimiste qui s'appelle Sanger, et donc c'est ce qu'on appelle la méthode Sanger en séquençage. Et puis après, avec l'arrivée de la PCR, ça a été plus facile de séquencer, et donc on est capable de lire effectivement ces fameuses lettres T, C, T, A, C, G, etc. sur un électrophorogramme qui nous permettent de lire notre code génétique. Ce qu'on va chercher en fait, c'est une variation nucléotidique. Alors une variation nucléotidique, c'est pas toujours facile à voir. Là, ici, vous avez en fait un double pic. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du rouge et du bleu. Et ça veut dire qu'en fait, il y a deux allèles présents chez l'individu. Il y a un allèle qui est TCTA, normal, enfin wild type, et l'autre qui est TCTA, c'est C. Donc on a bien une variation à cette position d'un nucléotide. La question, c'est est-ce que cette variation va entraîner une pathologie ou pas? Donc on parle de variation nucléotidique, et si elle est pathogène, on a tendance à utiliser le terme mutation, mais on a tous des variations nucléotidiques. Et puis en fait, la grande révolution, c'est l'arrivée du séquençage massif en parallèle ou séquençage dit haut débit. Il y a beaucoup de synonymes. Donc souvent on utilise le terme NGS pour Next Generation Sequencing, ou alors séquençage massif en parallèle, puisqu'effectivement le principe c'est qu'on ne va pas séquencer une chose, puis une chose, puis une chose. On séquence beaucoup de choses en parallèle en même temps. Il y a aussi SHD pour séquençage haut débit, STHD pour séquençage très haut débit. Le principe, c'est de séquencer en une seule fois une grande quantité de régions de notre génome, des régions qui sont différentes. Donc on ne fait plus une région puis une autre région, on va faire beaucoup de régions, comme je vais vous le montrer, la difficulté étant l'interprétation des données qu'on va générer. Deux notions importantes, parce que peut-être vous les verrez dans les comptes rendus que vous pourrez avoir. Première notion, c'est la profondeur. Donc là, juste avant, ça rappelle qu'on prend de l'ADN, on le coupe en petits morceaux et on séquence des petits morceaux. On séquence beaucoup de petits morceaux. Tous ces petits morceaux sont alignés en fait sur notre génome. Donc là, c'est la représentation d'un chromosome ici. Et là, tous les petits carrés gris, c'est ce qui a été séquencé et qui a été reporté sur notre génome. Et donc la première notion, c'est la notion de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne séquence pas qu'une fois une région, on séquence plusieurs fois une même région. Et quand on dit par exemple qu'on a une profondeur à 30x, ça veut dire qu'on a séquencé 30 fois cette base. Alors on peut avoir des profondeurs à 10x, 30x, 50x, 100x, et plus la profondeur est grande, et plus on est sûr du résultat. La deuxième notion, c'est la notion de couverture. C'est-à-dire que quand on va séquencer, on espère séquencer la totalité, par exemple, d'un gène, mais il arrive qu'en fait, il y a des régions qui ne soient pas séquencées. Donc là, par exemple, vous avez le gène 7D5, et vous avez ici les rectangles bleus, c'est les exons. Donc ce qui nous intéresse, les séquences codantes. Vous voyez que tous ont été séquencés. En revanche, pour ce gène-là, vous voyez ici cette partie bleue, c'est une partie codante, et vous voyez qu'il n'y a pas de séquence. Donc la couverture n'est pas complète. Donc quand on fait un séquençage au débit, il y a deux notions importantes. Il y a la profondeur, à combien de fois on a séquencé chaque région, et la couverture, est-ce qu'on a bien séquencé tout ce qu'on voulait? Il y a souvent des trous de couverture, c'est difficile de tout séquencer. Alors pour bien comprendre, effectivement, en Sanger, ce qu'on faisait, quand vous demandiez un gène, on avait un gène, et puis on commençait par le premier exon, puis le deuxième exon, puis le troisième exon, etc. Puis ça prenait du temps, et les résultats pouvaient prendre du temps. Puis si le premier gène était négatif, on demandait un deuxième gène, etc. Et avec le NGS, déjà on est capable de séquencer en une fois tout le gène, et si vous voyez bien, on peut éventuellement séquencer non seulement les exons, mais également les parties introniques, si on le souhaite. Mais aussi, on peut séquencer, si on veut, plusieurs gènes qui sont impliqués dans un cadre nosologique de pathologie. C'est ce qu'on appelle les panels de gènes. Donc là, j'ai mis 3, mais souvent les panels de gènes, c'est 15, 20, 50, 100 gènes, voire plus. Et puis, on peut séquencer, si on veut, toutes les régions codantes, tous les exons, on appelle ça l'exome. Et comme on va le voir après, si on veut, on séquence l'ensemble de notre génome. Donc vous voyez que le bond a été majeur, puisqu'on séquençait, il y a encore quelques années, juste un petit morceau d'un gène, où maintenant on peut séquencer éventuellement l'ensemble de notre génome. Alors pourquoi cela est devenu possible? Déjà, il y a eu des avancées techniques. C'est-à-dire que les machines de type Sanger, quand on a voulu faire le génome humain, le projet génome humain, ça a mis 13 ans pour faire le génome humain. Les nouvelles machines de séquençage à haut débit, on peut faire 48 génomes en une semaine. Produire les données de 48 génomes en une semaine.
Donc là, on a changé d'échelle, carrément. Mais ce n'est pas parce qu'on a les séquences qu'on a su les interpréter. Et c'est bien ça la difficulté. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le coût de la séquence a chuté. Le premier génome humain a coûté 3 milliards de dollars. Maintenant, on est sur quelques milliers d'euros de réactifs pour faire un séquençage de génome. Ça devient abordable. Ça devient abordable. Et on le voit bien sur le nombre de génomes qui ont été en fait séquencés. Donc on voit que le coût des génomes n'arrête pas de descendre. Et en revanche, le nombre de personnes qui ont bénéficié d'un génome entier n'arrête pas d'augmenter. Et d'ailleurs, en Europe, il y a un projet qui va se monter qui est 5 millions de génomes. On va séquencer 5 millions de personnes en Europe. Et à l'initiative des Anglais, ça se trouve, il y aura 5 millions d'Anglais séquencés. Alors, qui ne seront plus dans l'Europe peut-être d'ici quelques mois. Et ça, une autre question. Alors, l'intérêt diagnostique pour les patients, c'est l'augmenter la chance de trouver un diagnostic. Et ça a été rappelé dans le PNMR3 et le plan France Médecine Génomique, qui a diminué l'errance diagnostique. Alors pour quels patients? Là j'ai fait un focus parce qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent bénéficier d'une analyse génétique. Mais bon, les patients suspects d'une maladie génétique, je vous rappelle juste que tout n'est pas génétique, mais que 80% des maladies rares sont d'origine génétique. C'est ce qu'on écrit un peu partout. Donc l'histoire familiale est importante. En génétique, l'histoire familiale est importante. Puis j'ai juste mis une deuxième type de patients qu'on peut séquencer, parce que ça fait partie des indications en France Médecine Génomique, c'est les cancers ou les prédispositions à des cancers. On peut effectivement trouver des modifications génomiques qui peuvent influencer la prise en charge du patient, voire son traitement et son pronostic. Alors, j'ai essayé de faire globalement 3 situations. Le diagnostic clinique est presque certain. Le code nosologique, on a une idée, mais on ne sait pas le diagnostic. Puis on n'a pas d'idée. Alors, là, c'est relativement facile, surtout. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans les maladies osseuses constitutionnelles. Alors, vous voudrez bien m'excuser si je fais quelques erreurs d'appréciation. Mais même, j'ai quand même une formation en génétique, en particulier en équerre, donc en chondroplasie, je peux quand même faire le diagnostic. Donc, effectivement, nous avons sur la morphologie et sur les images radiologiques, avec cette main en trident et les anomalies osseuses que vous avez vues, une forte suspicion d'achondroplasie. Et on connaît le gène. Donc, dans ce cas-là, on a une suspicion d'achondroplasie. Il y a un gène qui est connu, on a deux variations nucléotidiques pathogènes majoritaires, et donc on peut faire un séquençage ciblé. On a une idée diagnostique, on va demander un séquençage ciblé, c'est assez rapide, c'est moins coûteux que faire un génome, et ça répond à la question clinique, et ça aide le patient. Donc ça, c'est une situation qui est vraiment intéressante pour les médecins et les patients. Deuxième cas, on est dans un cas de nosologique d'ostéocondensation, et donc on sait qu'il y a une ostéocondensation, mais on n'a pas d'idée précise du diagnostic de ces ostéocondensation. Donc là, à ce moment-là, éventuellement, on peut faire un panel de gènes, parce qu'il y a des panels de gènes qui existent, il peut y avoir un panel d'ostéocondensation, et donc on va tester plusieurs gènes sans avoir une idée diagnostique précise, mais on sait qu'on est dans un cadre nosologique particulier. Donc ça permet de tester de nombreux gènes. On peut faire un diagnostic dans X% des cas, donc ça c'est les panels. Alors en fonction des panels, les taux diagnostiques sont très différents. Il y en a qui ont des taux diagnostiques à 10%, il y en a qui ont plus de 50%, donc il faut se renseigner aussi après sur le taux diagnostic dans les laboratoires. Et puis, s'il y a un diagnostic qui est frais, il faut revenir à la clinique, ça c'est très important, parce que des variations nucléotidiques, on va en trouver. La question c'est, est-ce que ça explique le phénotype du patient? Et donc on a toujours un aller-retour entre la clinique et le génotype. Et là, on commence à poser les problèmes de compétences pour l'interprétation des variants qu'on a sur les panels. Alors, une autre situation qui est plus complexe pour moi, donc vous avez cette présentation avec ces hallux valgus, une exostose, ces images, et donc, bon, moi je me pose la question du diagnostic, donc à titre personnel, je n'ai pas trop d'idées, mais je me dis, c'est seulement une maladie osseuse constitutionnelle. Et comme je n'ai pas d'idées, je n'ai même pas de cas nosologique, je vais demander un exome. Bon, je demande un exome, et l'exome, dans un certain nombre des cas, va me faire un diagnostic. Mais là aussi, il faut le confronter à la clinique, parce que le nombre de variations qu'on va trouver sera encore plus importante. Et est-ce que cette variation est bien en lien avec la clinique? Et la deuxième problématique que je n'ai pas encore abordée ici, c'est la problématique des données additionnelles. Qu'est-ce qu'une donnée additionnelle? C'est une variation nucléotidique pathogène qui n'est pas en lien avec la question médicale posée. On s'est posé la question, effectivement, d'une maladie osseuse constitutionnelle, et puis je trouve autre chose qui n'a rien à voir avec une maladie osseuse constitutionnelle, et comment je gère ça? Alors, j'ai malheureusement pas le temps de développer, mais c'est des questions qui sont importantes. Alors, en fait, pour revenir sur l'importance des compétences cliniques, c'est-à-dire que moi, généticien de base, on va dire, je me pose la question d'une MOC, j'ai pas trop d'idées diagnostiques, je demande un exome. Geneviève Boja,
elle, puisque ça vient d'un de ses articles, c'est pour ça que je la cite, tout de suite, elle voit que c'est une fibrodysplasie ossifiante progressive, elle demande une étude du gène ACVR1 et avec une mutation majoritaire. Donc la compétence clinique est importante. Moi, j'aurais coûté un exome avec un risque de données additionnelles. Quelqu'un qui connaît la pathologie va pouvoir la cibler et on revient sur le cas de c'est telle pathologie, je demande un examen ciblé. Donc l'importance des compétences cliniques est vraiment importante. Alors le génome entier, est-ce qu'on peut le faire? Oui, là je vous montre un exemple qu'on avait eu à Lyon, où en fait on avait une famille avec une double boucle de consanguinité informative sur en fait une maladie de Piles, et donc on avait 2 sujets atteints, et donc on s'est dit on va faire un génome dans le cadre de la recherche, et donc vous pouvez voir ici les images radiologiques avec ces aspects en Erlenmeyer, et donc on a pu trouver effectivement une variation nucléotidique qui nous semblait pathogène dans un gène qui s'appelle SFRP4, donc vraiment c'est de la recherche, qui a été confirmée en Sanger, ça s'égrégeait très bien dans cette famille, et au moment où on a trouvé ça, il y a eu la publication de Keeper qui a montré que c'était ce gène-là. Bon, voilà, c'est la vie de la recherche, mais néanmoins il y a des retombées en diagnostic, parce que maintenant on a un gène, on peut faire une recherche, on peut faire un conseil génétique, et donc il y a un intérêt aussi d'avoir ces analyses de génome. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des résultats? On peut attendre en fait un diagnostic, parce qu'effectivement, souvent, c'est la question primaire qui est posée. Mais je rappelle que tout n'est pas connu et tout n'est pas génétique. On va essayer d'améliorer la prise en charge en faisant donc une prise en soin des patients. On va éviter des examens à visée étiologique inutile, c'est-à-dire une fois qu'on a le diagnostic, on va plutôt orienter les examens pour faire de la prévention ou rechercher des complications qui sont plus fréquentes dans cette pathologie, mais on va peut-être arrêter des examens à visée étiologique. On peut donc adapter le suivi médical, faire un conseil génétique adapté, et puis proposer un prénatal si la famille le souhaite. Et puis surtout, on peut donner éventuellement l'opportunité aux patients de participer à des essais à visée thérapeutique, parce que la plupart du temps, dans ces essais-là, il faut une preuve moléculaire de la pathologie, et ça permet effectivement de faire bénéficier aux patients d'essais thérapeutiques qui sont en train d'arriver. Alors, le génome, c'est possible techniquement, je pense que je vous ai montré qu'on peut le faire, et la problématique, c'est le transfert en diagnostic. Donc il y a une limite, il y a un flou entre effectivement le diagnostic et la recherche. C'est-à-dire que les panels, on est clairement dans le diagnostic, l'exome, on est dans le diagnostic, mais il y a le problème des données additionnelles, et le génome, comme on a accès à l'ensemble du génome, est-ce que c'est du diagnostic, est-ce de la recherche? Néanmoins, on sait qu'on peut trouver des diagnostics qui seront utiles dans la prise en charge du patient, et donc dans le cadre du plan France Médecine Génomique, il a été décidé dans les Madeira de proposer des études génome complet, génome entier. Alors les problématiques, elles sont là, c'est-à-dire il y a la problématique de l'interprétation, et donc les panels, ils font une compétence, les exomes, ils font une compétence plus grande, puis les génomes, il va falloir qu'on s'habitue à lire des génomes, et les compétences vont devoir s'acquérir, elles seront plus complexes. Sur l'autodiagnostic, on s'attend effectivement que l'autodiagnostic augmente au fur et à mesure qu'on va séquencer de plus en plus de choses. Nous avons le problème des données additionnelles, où ces données additionnelles seront peu fréquentes sur des panels, voire inexistantes, seront possibles sur les exomes, et il y en aura, et seront certainement encore plus trouvées sur des génomes, et ça pose un autre problème. Et puis, je veux insister aussi sur autre chose, c'est les variants de signification inconnue. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on classe les variants en classe 1, 2, 3, 4, 5, 5 c'est pathogène, 1 c'est bénin, la classe 3 c'est variant de signification clinique inconnue, on ne sait pas ce que ça fait. Et donc, plus on va séquencer de gènes, et plus on va séquencer notre génome, et plus on va trouver des variants de signification clinique inconnue. Et donc là, il sera important qu'il y ait des équipes, soit en fait de recherche, soit à l'interface, qui vont mettre en place des tests fonctionnels pour pouvoir prouver que ces variants peuvent expliquer telle ou telle pathologie. Et là, il y a tout un champ à développer. Alors, je vais dire 2 mots du plan France Médecine Génomique, parce qu'après, le professeur Valérie Comieder va aller sur le parcours de soins. Juste pour dire que c'est un plan qui est piloté par Matignon, qui a été lancé en 2015. Et donc, ce plan se base sur la médecine prédictive, préventive, personnalisée, participative, beaucoup de grands mots en P. Juste pour dire qu'il y a 4 enjeux dans le plan. Un plan de santé publique, avec l'organisation du parcours de soins, un enjeu scientifique et clinique, de la séquence à la thérapeutique, un enjeu technologique, parce qu'en fait, mettre en place des séquenceurs qui font tout le génome, d'avoir les ressources informatiques derrière, mettre en place des compétences pour analyser ces données, il y a aussi tout un tas d'enjeux technologiques, et puis économiques, puisque le but du jeu est de monter une filière industrielle. Donc,
Positionner la France sur la médecine personnalisée, c'est un des enjeux aussi, les points clés. Intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins. Alors, il était prévu 235 000 génomes par an en 2020. Je vous dis tout de suite, on ne va pas les faire. Puisque en 2019, on a Sequoia, une quarantaine de patients, et Euragen, c'est les deux plateformes nationales, on a une trentaine de patients, donc on est loin des 235 000. Mais ça va se mettre en place avec les filières nationales de médecine génomique, et puis il y a les problèmes éthiques. Alors dans ce plan, il est prévu 3 champs d'application, les maladies rares, le cancer, et les maladies communes comme le diabète ou l'hypertension. On commence par 2, maladies rares et cancer. Alors, juste pour vous rappeler qu'effectivement, il y a 2 plateformes qui ont ouvert et qui sont fonctionnelles et qui peuvent accueillir, enfin recevoir les prélèvements. Alors, je vais passer ça juste pour vous dire qu'il y a une organisation nationale et juste insister un peu sur cet article que j'ai trouvé intéressant dans Genetics in Medicine, justement par rapport aux petites tailles, et qui montre en fait que sur un panel, on va faire 13,6% de diagnostic à partir d'une cohorte de 565 individus. Si on rajoute l'exome, on ajoute 16,5% de diagnostic, ce qui permet d'avoir 33% de diagnostic génétique. Et la question, et ça va être avec le plan France Médecine Génomique ou d'autres plans nationaux, avec le génome, à combien on augmente l'autodiagnostic. Donc vous voyez qu'on ne sera pas à 100%, mais on va certainement augmenter le taux de diagnostic génétique. Deuxième chose qui était intéressante dans cette présentation, c'est qu'ils regardaient les retombées pour les patients. Et donc, ils ont montré qu'il y avait des mesures préventives possibles pour ces pathologies-là, des traitements symptomatiques, voire même des traitements ciblés qui pouvaient être mis en place. Et moi, je rajoute en plus le conseil génétique pour ces familles. Donc, certes, on fait beaucoup de techniques, mais il y a des retombées potentielles réellement pour les patients quand on fait ce type d'examen. Alors, pour conclure, il y a une évolution rapide des technologies. Vous avez vu, en quelques dizaines d'années, on est passé de petits exons à tout le génome. Le problème technique n'existe plus et le problème financier diminue. Le problème majeur, c'est les compétences pour interpréter et les personnes qui vont interpréter ça. Le plan France Médecine Génomique a démarré. Il y a une notion de parcours génomique qui va être expliquée par le professeur Valérie Cominière. Et donc, vous avez vu l'importance de la compétence clinique. Et c'est vrai qu'avant de prescrire un génome entier, on aime bien qu'un généticien ait pu voir le patient. Il y a une prescription électronique. Et puis, le but, c'est de diminuer l'errance diagnostique et d'aller peut-être vers une médecine personnalisée avec des traitements qui, espérons, vont arriver dans les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Une petite question. Damien, j'ai compris que tu partais. Est-ce que tu peux redire un petit mot des données additionnelles? Parce que c'est vraiment la difficulté du consentement et la difficulté... Ouais. Alors, sur les données additionnelles, c'est vraiment une question difficile. Donc, actuellement, le Code de la santé publique et la loi interdit de donner des données de rendre des données additionnelles, donc interdit même de dire aux patients qu'on peut en trouver. Donc, en fait, le consentement plan France Médecine Génomique n'inclut pas l'information sur les données additionnelles et nous avons au laboratoire reçu la consigne de ne pas rendre de données additionnelles. Néanmoins, nous, ça va nous mettre en difficulté. La loi va certainement changer, puisqu'en fait, le 1610 de la loi va être modifié pour permettre l'accès aux données additionnelles. Donc ça va changer la loi, mais ça ne change pas le problème de la difficulté d'informer sur les données additionnelles et des positions qu'il faudra prendre. Alors, je prends un truc bateau, mais vous avez une suspicion de MOC, et nous, sur un génome, on trouve un variant pathogène dans BRCA1, sur prédisposition au cancer du sein, rien à voir avec l'indication, c'est bien une donnée additionnelle, faut-il la rendre, pas la rendre? Et là, on n'a pas encore toutes les réponses. L'Agence de biomédecine a fait un travail à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'elle recommande que des généticiens voient les patients, parce qu'ils sont plus habitués à rendre ce problème, avec ces problèmes de données additionnelles. Mais là, il y a encore un chapitre à écrire. Une dernière petite question. Ah, ouais. Professeur Mangla. Ah, il y en a d'autres. Il y a une question au fond, oui. Ah, j'ai pas vu. Je me dépêche. C'est une question rapide sur toujours le problème du génotype-phénotype auquel les cliniciens sont confrontés réellement. Oui. Et en fait, vous n'avez pas parlé des tests fonctionnels qui sont quand même un outil. J'en ai dit un mot. J'ai dit qu'effectivement, il va falloir mettre en place des collaborations avec des équipes de recherche au sein de nos laboratoires pour faire des tests fonctionnels qui permettront de conclure sur un variant. En particulier, je l'ai dit quand j'ai parlé des classes 3, les variants de signification clinique inconnus. Mais c'est une très bonne question. Bon, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Je vous souhaite un bon travail. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci infiniment.